Bonjour à tous. Donc dans cette deuxième partie de la correction du TP sur le logiciel Synapse, nous allons étudier la sommation temporelle et la sommation spatiale. Donc dans un premier temps, la manipulation 4 permettait d'étudier la sommation temporelle. Donc qu'est-ce que la sommation temporelle? C'est la réponse d'un neurone suite à la stimulation de plus en plus rapprochée d'un seul neurone présynaptique. Donc j'insiste bien, c'est un seul neurone présynaptique que l'on va stimuler de manière répétée et en rapprochant de plus en plus les stimulations successives. Donc on a fait ça en stimulant le neurone 3. Donc quand on fait des stimulations supraliminaires qui sont très espacées, ici, on voit qu'à chaque fois qu'un potentiel d'action est émis dans le neurone présynaptique, nous avons un potentiel postsynaptique excitateur qui est émis. Donc on va lancer les répétitions. Donc il y a un potentiel d'action qui va être émis de manière régulière tous les 200, alors 2000, on ne sait pas l'unité, microsecondes on va dire. Et vous voyez qu'à chaque fois, un PPSE est émis à chacune des potentiels des stimulations et donc des potentiels d'action qui sont émis par le neurone présynaptique. Mais ces PPSE ne permettent pas de dépasser le seuil, ce qui fait que l'on n'a pas de potentiel d'action. Et donc, ces PPSE se transmettent avec atténuation et on a un arrêt du signal dans le neurone postsynaptique. Maintenant, si on fait des stimulations beaucoup plus rapprochées, avec des intervalles donc beaucoup plus courts, par exemple ici 900, on voit que cette fois-ci, les PPSE vont dépasser le seuil de stimulation des canaux voltage dépendants Na+, et K+, qui fait que des potentiels d'action vont être émis. Et donc finalement, c'est ça la sommation temporelle, c'est que deux PPSE qui sont rapprochés vont pouvoir tous les deux dépasser le seuil d'émission de potentiel d'action. Et on voit que ces potentiels d'action se transmettent du coup sans atténuation, et donc le signal va pouvoir être maintenu dans l'axone et ne pas être perdu dans le neurone postsynaptique. Donc il fallait déterminer quel est l'intervalle minimal qui permet d'obtenir, enfin le plus grand on va dire, qui permet d'obtenir à chaque fois un potentiel d'action. Donc c'était vers 1300. On va laisser un peu de temps que le logiciel s'adapte. Voilà. Donc si je mets un potentiel, une stimulation présynaptique tous les 1300, et ben on voit que les PPSE en fait permettent de dépasser le seuil. Donc comment expliquer ce phénomène au niveau moléculaire et au niveau électrique? Donc si on met par exemple des stimulations toutes les 2000 microsecondes, on voit qu'il y a émission d'un PPSE et qu'il y a repolarisation avant qu'un autre PPSE soit émis. Ce qui fait que les PPSE ne peuvent pas s'additionner, se cumuler, puisqu'il y a une repolarisation presque totale avant chaque nouvelle dépolarisation. Maintenant, si je fais des stimulations à intervalles plus réduits, donc par exemple, on va se mettre à 1100. Vous voyez que la repolarisation n'est pas complète, ce qui fait que lorsque un deuxième PPSE se produit, eh ben, il s'additionne finalement au premier et ça va permettre de dépasser le seuil d'émission de potentiel d'action. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette sommation temporelle, c'est un fonctionnement physiologique. Lorsqu'un neurone présynaptique est excité, c'est souvent un train de potentiel d'action qui arrive, c'est-à-dire plusieurs potentiels d'action à la suite. Et donc plus la fréquence des potentiels d'action va être importante, plus la fréquence des PPSE va être aussi importante, et donc plus ils vont pouvoir s'additionner et dépasser le seuil d'émission de potentiel d'action. Et donc vous voyez, si j'augmente la fréquence encore plus au niveau de mon neurone présynaptique, vous voyez que le PPSE s'additionnent tellement qu'ils ont une amplitude très importante qui permet de dépasser le seuil, et donc on augmente la fréquence aussi des potentiels d'action qui sont émis dans le neurone post-synaptique. Et ces potentiels d'action sont transmis sans atténuation, puisqu'en fait ils sont régénérés de proche en proche. C'est pas la propagation d'un même potentiel d'action, là je vous renvoie au cours, c'est une régénération d'un potentiel d'action de proche en proche. Donc au niveau de la synapse, eh ben, il va y avoir une addition, une sommation des potentiels postsynaptiques excitateurs qui sont émis successivement. Donc ça, c'est lié à quoi? C'est lié à l'accumulation de neurotransmetteurs
dans la fente synaptique. À chaque fois qu'il y a un potentiel d'action qui arrive, il y a libération du neurotransmetteur, ici c'était de la dopamine, et la dopamine n'a pas le temps d'être recapturée que déjà il y a à nouveau de la dopamine qui est libérée par la nouvelle transmission synaptique liée au potentiel d'action qui arrive derrière. Et donc finalement, la dopamine va s'accumuler dans la fente, ce qui va augmenter l'amplitude de la stimulation au niveau de la synapse, et donc ça va permettre d'avoir un potentiel postsynaptique plus important. Donc pourquoi, quand il y a plus de dopamine, il y a une dépolarisation plus importante? C'est que la dopamine se fixe sur des canaux ioniques, qui sont récepteurs aussi à cette dopamine, à ce neurotransmetteur. Et donc plus il y a de dopamine qui est présent dans la fente, plus il y a des canaux qui s'ouvrent, et donc plus il y a d'ions, notamment de cations Na+, qui vont rentrer dans la cellule. Et donc ça va induire une dépolarisation de plus en plus importante qui va permettre de dépasser le seuil d'excitation des canaux, cette fois-ci voltage dépendant, responsable du potentiel d'action. Donc voilà le fonctionnement de la sommation temporelle. Donc c'est la sommation de PPSE rapprochés dans le temps qui sont liés à une accumulation de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. À chaque arrivée d'un potentiel d'action, il y a libération de neurotransmetteurs et donc ils vont s'accumuler dans la fente, ce qui va ouvrir de plus en plus de canaux récepteurs à ces neurotransmetteurs et donc induire une dépolarisation de plus en plus élevée en amplitude, donc permettre de dépasser le seuil. Donc je répète volontairement pour que la notion soit bien comprise. Donc voici pour la sommation temporelle. Donc après, il y avait la possibilité de faire une sommation spatiale. Alors la sommation spatiale, elle était étudiée en stimulant non seulement ce neurone 3, mais en plus en stimulant un autre neurone, le neurone 1 qui était inhibiteur. Et donc qu'est-ce que c'est que la sommation spatiale? C'est la réponse d'un neurone suite à la stimulation simultanée de plusieurs neurones présynaptiques, donc en même temps. Simultané, ça veut dire en même temps. On pouvait l'étudier ici, donc par exemple j'ai mon neurone 3 qui fonctionne, et en parallèle, je fais des stimulations du neurone 1, qui est inhibiteur. Et on voit que donc si je fais juste une stimulation de temps en temps de mon neurone 1, eh ben, on va induire une hyperpolarisation par ce neurone 1 qui va contrer la dépolarisation induite par le neurone 3. Donc les PPSE et les PPSI vont s'additionner de manière algébrique, et finalement, le neurone postsynaptique va faire la somme des PPSE qu'il reçoit par le neurone 3, la somme des PPSI qu'il reçoit, donc des hyperpolarisations qu'il reçoit par le neurone 1, et cette somme dépasse ou non le seuil d'émission d'un potentiel d'action. Donc là, si je fais juste une simulation de temps en temps, eh ben, parfois, il peut arriver quand même à émettre un potentiel d'action. Mais par contre, si je fais une stimulation très importante, par exemple ici la fréquence de mon neurone 1 dépasse la fréquence de neurone 3, vous voyez que finalement c'est les PPSI qui dominent et on a une hyperpolarisation qui se produit dans le neurone postsynaptique. Donc au total, on éloigne du seuil et donc on a plutôt une inhibition du neurone. Donc on pouvait également, je ne vous l'avais pas fait faire dans le logiciel, mais on peut également faire des stimulations. Donc on va arrêter le neurone 3. Et on pouvait faire également des stimulations de 3 neurones excitateurs, le 3, le 4, le 5, en même temps. Donc un seul, si vous vous rappelez bien, ne permettait pas de dépasser le seuil d'émission d'un potentiel d'action. Par contre, si je mets les 3 en même temps, vous voyez, donc je vais vous refaire par exemple que le 4. Le 4, tout seul, induit un PPSE qui ne permet pas de dépasser le seuil d'émission de potentiel d'action. Si je fais le 3 et le 4, là déjà, en stimulant les deux neurones présynaptiques excitateurs N3 et N4, on induit un potentiel d'action. Et après, si je fais 3, là, on a une dépolarisation encore plus importante, et donc du coup, une fréquence de potentiel d'action émise encore plus importante. Donc voilà un autre exemple de sommation spatiale qu'on n'a pas étudié dans le TP. Mais donc soit on additionne plusieurs neurones excitateurs ensemble, soit on additionne les stimulations de neurones excitateurs et inhibiteurs ensemble. Donc dans le fonctionnement physiologique, un neurone postsynaptique est toujours relié à plusieurs neurones présynaptiques et donc il est excité par ces différents neurones ou inhibé par ces différents neurones de manière simultanée et il va donc intégrer l'action de toutes ces stimulations et de ces inhibitions. Et donc, il va faire la sommation spatiale. Donc, un neurone en temps physiologique, enfin en temps normal, pas dans des simulations comme ça, fait en permanence à la fois de la sommation temporelle et de la sommation spatiale. C'est le fonctionnement physiologique d'un neurone.
Donc au niveau moléculaire, comment on peut expliquer ce phénomène de sommation spatiale? Eh bien, le neurone postsynaptique va intégrer finalement les différents courants ioniques qui vont se produire suite à la fixation des neurotransmetteurs sur leur canaux ioniques. Donc, par exemple, dans le dernier cas, où on a 3 synapses excitatrices, on va avoir un petit courant entrant de Na+ au niveau de cette synapse, au niveau de cette synapse et au niveau de cette synapse. Et donc finalement, il va additionner les différents courants ioniques, ce qui va faire un courant entrant global de Na+, qui est suffisant pour dépasser le seuil d'émission de potentiel d'action. Quand on additionne à la fois des excitations de neurones présynaptiques excitateurs et de neurones présynaptiques inhibiteurs, et bien cette fois-ci, le neurone postsynaptique va additionner les courants entrants de Na+ au niveau des synapses excitatrices et des courants entrants de chlorure au niveau des synapses inhibitrices. Et donc il va faire le total à la fois du flux entrant de cations et du flux entrant d'anions. Et finalement, ce total va permettre soit d'induire une dépolarisation, soit d'induire une hyperpolarisation.